L'euro est le symbole de l'Europe, et si l'euro devait subir des coups durs, c'est bien entendu l'image de l'Europe politique qui en prendrait un coup. Donc, je vais passer la parole à Simon qui va présenter Steve, mais je pense que vous avez aujourd'hui devant vous une personne qui peut vraiment répondre à ces questions qui sont extrêmement importantes dans les mois qui viennent et même peut-être les années qui viennent. Faut-il sauver l'euro? Et nous avons le plaisir de recevoir Steve Oana, qui est donc professeur de finance, professeur assistant en finance à l'ESCP. Je parlerai de l'ESCP en 3 mots, parce que c'est vraiment l'une, pour pas dire la plus ancienne école de commerce au monde, et qui a formé des générations, puisqu'elle a été créée en 1819. Donc elle est largement, elle est présente dans 5 pays, elle est présente. Steve est donc diplômé de l'école polytechnique, et sa thèse de doctorat qu'il a soutenue à l'université de Paris-Dauphine en partenariat avec Gaz de France a porté, et je me dira si je me trompe, sur l'optimisation dynamique d'un portefeuille de matières premières et sur la modélisation des dépendances entre prix et énergie. Il est consultant en optimisation de portefeuille et en gestion de risque pour un certain nombre de compagnies. Sa recherche actuelle porte sur la prise en compte des événements rares dans l'optimisation de portefeuille. C'est un sujet, comme vous l'avez dit, très important qu'on va aborder ce soir, qui n'est pas qu'une histoire de gros sous. En fait, c'est une histoire de démocratie dont on va parler. C'est une histoire aussi de la paix en Europe, de l'idée qu'on se fait de l'Europe qui est en jeu. D'abord, je voudrais poser un peu les termes du débat. À quoi ressemble le débat aujourd'hui sur la crise de la zone euro? Quelles positions on trouve et qui incarne ces positions? Après, on parlera de comment on en est arrivé là et de comment on fait pour s'en sortir. Donc, quelles sont les positions aujourd'hui sur la crise de la zone euro? On en trouve de 2 sortes. Première position, les partisans du statu quo. Les partisans du statu quo. Et eux, leur argumentaire s'appuie sur 5 points. Premièrement, la crise est due à l'irresponsabilité fiscale des gouvernements de la zone euro. Donc on a trop dépensé, on a vécu au-dessus de nos moyens, on est tous responsables d'ailleurs. Deuxièmement, sans une politique de rigueur, dans tous les pays de la zone euro, nous risquons de perdre la confiance des marchés. Donc là, j'énumère tous les 5 points qu'on va trouver chez les partisans du statu quo. Donc ça, c'était le deuxième. Troisième point, la rigueur budgétaire et la politique de compétitivité finiront par ramener la confiance, stimuler la croissance et par résoudre la crise de surendettement. Quatrième point, il n'est pas souhaitable de créer quelque chose d'autre que ce qui existe déjà, en particulier l'union de transfert, que pas mal d'économistes américains notamment réclament. Un gouvernement fédéral prélevant l'impôt, émettant de la dette, des eurobonds, mutualisant les risques entre pays, tout ça, c'est pas la peine. Donc ça, c'était le 4e point. Et 5e point, qui est souvent employé pour museler le débat dans les débats télévisés, c'est celui que ce qui nous attend si jamais on ne se satisfait pas de la situation actuelle et qu'on aspire à sortir de l'euro, c'est l'apocalypse. On va avoir l'apocalypse. Donc on va avoir une catastrophe pour la confiance, pour le pouvoir d'achat, pour l'épargne, notre épargne et pour la paix. Voilà un peu sur quoi s'appuie l'argumentaire pour défendre le statu quo aujourd'hui. Bon, en fait, quand on explore chacun de ces points, le but premier et principal de la conférence, ça va être de le montrer, eh bien on voit que ça repose sur de l'argile, ces 5 points. C'est pas très étayé. Et ça relève plutôt de la dissonance cognitive. Alors je ne sais pas si ce terme vous est familier, mais c'est très important. C'est dans la fable de La Fontaine, le renard et le raisin. C'est le renard qui voit un très beau raisin dans un arbre, et puis il essaye de l'attraper, il n'y arrive pas. Et puis après, au bout d'un moment, il se raisonne, il dit « Bon, ce raisin était trop vert, donc c'était pas pour moi, c'est pas grave. » Eh bien en fait, c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. Tous ces arguments, même argument, il faudrait le mettre entre guillemets,
ne servent qu'à justifier les orientations qui ont été prises depuis le début de la crise à un moment donné, où on s'est trompé, et ça je vais vous le montrer, et à justifier toutes les souffrances qui ont été imposées aux citoyens européens depuis 2010. Et face à l'accumulation des preuves de l'inutilité de toutes ces souffrances, eh bien, on est de plus en plus dogmatique, on verrouille de plus en plus l'argumentaire et on interdit de plus en plus le débat contradictoire. Parce que c'est de plus en plus grave d'avouer, après 3 ans, qu'on s'est trompé, qu'on a imposé toutes ces souffrances pour rien, etc. Voilà, donc ça c'était le statu quo. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve de l'autre côté? Du côté des gens qui disent qu'il faut rompre avec ce statu quo. On trouve 2 types de positions. La première position, c'est celle des partis d'extrême gauche. Il est possible de rompre avec l'austérité et d'instituer une union de transfert tout en gardant l'euro. Donc l'idée là, c'est de faire infléchir l'Allemagne. On va y arriver. On va faire infléchir les Allemands. Deuxième position qu'on trouve, c'est celle des partis souverainistes de droite et de gauche, qui se rejoignent énormément sur ce thème précis. Il est impossible d'envisager un avenir positif pour la France au sein de la zone euro. Le préalable pour toute sortie de crise, pour tout espoir de sortie de crise, c'est le retour au franc. Voilà. Donc là, on a les 3 positions qui s'affrontent aujourd'hui. Une position pro-statu quo, 2 positions anti-statu quo, une position anti-statu quo de type extrême gauche et une position anti-statu quo de type souverainiste. En fait, le débat est très intéressant. Quand on écoute tous ces gens débattre, c'est passionnant à la télé, ils ont réfléchi, ils sont brillants, c'est magnifique. Mais le problème, c'est que tout ça est très stérile parce que finalement... soit je pense comme l'UMP et le PS, que le système actuel de gouvernance de l'euro est le seul souhaitable, raisonnable, et là ça va pour moi, j'ai pas de problème. Donc un de mes objectifs de mon intervention ce soir sera de vous expliquer pourquoi je n'adhère pas à cette vision. Que le système actuel de gouvernance de l'euro nous mène tous à la catastrophe, à la ruine, à la catastrophe, à la fin de la démocratie. Donc, soit je pense que notre avenir est bouché au sein de la zone euro, et à ce moment-là, les seuls partis qui me représentent sont des partis souverainistes, et j'adhère pas forcément à tout ce qu'ils proposent par ailleurs. Soit je pense qu'on doit changer radicalement la politique européenne tout en gardant l'euro, et là, les partis qui me représentent sont plutôt les partis d'extrême gauche, et j'ai aussi des problèmes avec certaines de leurs propositions sur tout un tas de sujets, également très importants. Donc le débat est impossible finalement. Le débat ne mène à rien parce qu'il est complètement confisqué par les partis extrémistes et déserté malheureusement par les partis de gouvernement, les partis modérés. Les seuls partis qui portent un discours critique sur l'euro, et on a besoin de manière urgente d'un discours critique sur l'euro, sont des partis extrémistes aujourd'hui. Des partis dont il est difficile d'imaginer qu'ils pourraient gouverner un jour le pays, en tout cas d'une manière qui nous serait favorable. Donc, je pense d'ailleurs que ce problème, c'est une des raisons principales pour lesquelles les citoyens ne se passionnent pas tant que ça, finalement, pour le débat de la zone euro. Alors ça commence, alors que ce débat est essentiel. De ce débat dépend tout notre avenir en réalité. Il est beaucoup plus important que tous les débats franco-français en réalité. Et c'est aussi, à mon avis, une des raisons pour lesquelles une grande majorité de Français aussi, quand on les interroge sur êtes-vous favorable ou pas au maintien dans la zone euro, eh bien ils vont dire oui. Parce qu'en fait, derrière, quelle est l'alternative? C'est qu'on soit gouverné par le parti de gauche, ou par le front de gauche, ou par l'extrême droite. Bon, bah oui, donc je suis favorable au maintien du statu quo, j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix. Donc, finalement, le débat n'a pas lieu, le débat ne prend pas d'ampleur, les gens ne s'y intéressent pas, et le choix, il n'y a pas vraiment d'option. D'autre part, évoquer la fin de l'euro en public, c'est compliqué. C'est être tout de suite catalogué comme un extrémiste, et je l'ai vécu, j'en ai fait l'expérience. J'ai eu des débats radiophoniques avec des personnes de très haut rang, et ces personnes-là sont toujours déstabilisées quand ils me voient, par mon discours. En fait,
à la lecture des articles que j'ai pu écrire, ils disent « Ah, encore un de ces souverainistes germanophobes incurables ». Et puis après, on débat et ils sont interloqués. Ils découvrent qu'en fait, je suis peut-être un démocrate, je suis peut-être pro-européen. Ouh là là, ça se complique. Et il y a même un interlocuteur une fois qui dit, à la fin du débat, en fait, lui, c'est un gentil. Voilà. Bon, je ne vais pas vous dire qui c'est. Donc bon, ben, j'étais content d'apprendre que j'étais gentil. Ça m'a fait plaisir. Mais en tout cas, je suis sorti du débat en me disant qu'il y avait quelque chose de vicié dans le débat, dans l'atmosphère, et qu'il y avait comme une chape de plomb, un climat de censure intellectuelle. Or, ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, c'est que ce débat sur la zone euro est central pour l'avenir de la démocratie et de la paix en Europe. Peut-être même pour le monde. Il est donc urgent de permettre à ce débat d'avoir lieu. Et c'est pour ça que je vous remercie de m'accueillir ce soir. Et c'est urgent aussi qu'il y ait d'autres types de mouvements qui commencent à voir le jour que ceux qu'on a. Une autre offre politique. En particulier un mouvement démocratique, européen, libéral, qui est opposé au maintien du statu quo actuel. Voilà ce dont on a besoin. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi on a besoin de ça. Bon, maintenant on va parler un peu des origines de la crise, de qu'est-ce que c'est cette crise. Donc je vais commencer pour illustrer ce qu'est cette crise et ce qu'elle n'est pas, plus exactement. Je vais commencer par un paradoxe sur la crise de l'euro. La zone euro est financièrement plus solvable, prise dans son ensemble, que les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Japon. Waouh! Ça, c'est une révélation. Quand on voit les journaux, les titres des journaux, c'est plus les problèmes des banques de la zone euro que les problèmes des banques américaines, japonaises ou anglaises. Et pourtant, vous regardez le déficit budgétaire de la zone euro. Il est plus bas que celui du Royaume-Uni, du Japon et des États-Unis. Vous regardez le niveau de dette publique de la zone euro. Il est plus bas que celui des États-Unis, du Royaume-Uni et du Japon. Vous regardez la balance commerciale de la zone euro. Elle est à l'équilibre. Vous regardez celle des États-Unis, elle n'est pas à l'équilibre. Celle du Royaume-Uni, elle n'est pas à l'équilibre. Celle du Japon, elle n'est plus à l'équilibre. Donc, quel que soit l'indicateur qu'on prenne, on a des indicateurs de solvabilité meilleurs quand on prend la zone euro dans son ensemble que n'importe quel autre État développé de la planète. Et tous ces États développés, ils empruntent à des taux ridicules sur les marchés. Tous ces pays développés qui ont des ratios de solvabilité moins bons que celui de la zone euro, ils empruntent à des taux inférieurs à l'inflation sur les marchés. Donc ça veut dire qu'ils bénéficient d'une confiance totale sur leur solvabilité. Donc ça signifie que la zone euro, si elle était intégrée, si elle était un État fédéral, aurait la même confiance, voire encore plus de confiance que les autres sur les marchés. Et c'est là qu'on voit l'absurdité de l'argument selon lequel on est tous insolvables, on est tous ruinés, surendettés, etc. La zone euro n'est pas victime, globalement, d'une crise de solvabilité, d'une crise de défiance vis-à-vis de sa dette. C'est pas vrai. Finalement, la crise de la zone euro, c'est quoi? C'est une crise interne, entre des créanciers internes et des débiteurs internes qui se prêtent les uns les autres. On va voir qui sont les créanciers et les débiteurs, mais bon, vous le savez déjà. Et qui ne se font plus confiance et qui n'arrivent plus à résoudre leurs problèmes internes. C'est ça la crise de la zone euro. Et on voit aussi l'absurdité de toutes ces choses. C'est le FMI, il faut demander à la Chine, il faut demander au Qatar, au FMI, au Japon même. On marche sur la tête. Le Japon, il est beaucoup moins, il a des ratios de solvabilité bien plus mauvais que ceux de la zone euro. C'est pas le Japon qui va... La solution à la crise de la zone euro se trouve complètement chez nous. Elle se trouve à Paris, à Berlin, à Madrid et à Rome. Donc comment on s'est trompé autant? Comment on s'est trompé autant sur cette crise, sur le diagnostic, sur les remèdes Eh bien, le diagnostic qui s'est imposé à partir de 2010, c'est celui d'une crise qui provient des excès budgétaires des gouvernements de la zone. Pourquoi ce diagnostic? Parce que le premier pays qui a subi l'attaque des marchés, c'est justement celui où le diagnostic a l'air le plus évident, c'est-à-dire la Grèce.
On a vu des révélations sur le maquillage des comptes, le scandale des privilèges des fonctionnaires, de l'Église, l'évasion fiscale, etc., etc., etc. Et ça a beaucoup marqué les esprits. Et on s'est dit, bon ben voilà, c'est ça la crise de la zone euro. C'est cette irresponsabilité budgétaire-là. Et en fait, on n'a pas vu que cette crise grecque était en fait l'arbre qui cachait la forêt de toutes les misères de l'euro. Quelques mois seulement après le début de la crise grecque, on découvrait les bulles immobilières espagnoles et irlandaises et l'état lamentable des banques espagnoles et irlandaises qui étaient accablées de prêts pourris aux promoteurs, aux immobiliers, aux ménages. Et pourtant, ces deux pays étaient des modèles de vertu fiscale. L'Espagne, au contraire de la France, dégageait un excédent budgétaire de 2005 à 2007 et avait en 2008 un ratio de dette publique sur PIB de 40%. 40%. Et c'était 50% en 2002. Donc 50% en 2002, 40% en 2008. C'est pas ce que j'appelle de l'irresponsabilité fiscale. Elle a baissé son endettement de 10 points de PIB entre 2002 et 2008. Le laxisme budgétaire est donc la dernière chose dont on pourrait accuser l'Espagne. On peut même affirmer le contraire, que l'État espagnol a utilisé la rigueur budgétaire comme un instrument de modération de la surchauffe liée à la bulle immobilière. C'est le sauvetage de ces banques, dont le coût est estimé à plus de 200 milliards, mais ça évolue en permanence, parce que ça dépend de la crise, de la récession, etc. Donc c'est le coût lié au sauvetage de ces banques et le coût lié à l'effondrement des recettes fiscales, à la récession, à la hausse des dépenses sociales, qui a plombé les finances espagnoles. Et maintenant, le ratio de dette publique, qui était donc de 40% en 2002, est passé à 90% fin 2012 et 95% en sûrement 95% en 2013. Donc, plus qu'un problème de dérapage des finances publiques, donc on voit bien que c'est pas ça, ça marche pas, cette théorie ne marche pas, elle marche que pour la Grèce, et la Grèce c'est important, mais ça reste relativement mineur à l'échelle des montants de l'Espagne, de l'Italie, etc. C'est l'origine de la crise, c'est pas ça, c'est le problème de perte de compétitivité d'un certain nombre de pays de la zone euro. Et donc surtout les pays périphériques, qu'on va appeler dans tout cet exposé les gypsies, donc Grèce, Italie, Portugal, Espagne, Italie, et dans une moindre mesure de la France et de l'Italie. Voilà. L'Italie était déjà dans les gypsies. Donc d'où vient cette crise de compétitivité? Des écarts d'inflation entre les pays périphériques et les pays du Nord au cours de la décennie 2000. Tandis que l'Allemagne maintenait une inflation très basse des salaires, la plus basse du monde développé derrière le Japon, 1,1% d'inflation par an sur la période 2001-2007. Donc inutile de vous dire qu'on s'enrichissait pas beaucoup quand on était un travailleur allemand sur la décennie 2000. Et donc presque moitié moins que la France. Donc l'inflation en France était le double. L'Espagne connaissait un taux d'inflation de 4,1% par an sur la même période. Et ces taux d'inflation différenciés, bon là, on pourrait faire tout un exposé là-dessus, c'est le sujet d'une conférence, ça vient de causes très profondes qui sont liées à la culture, aux structures d'indexation des contrats de salaire, au pouvoir de négociation salariale, à la jeunesse, au vieillissement de la population, etc. À plein de choses. Et la BCE, dont le mandat unique était de surveiller le taux d'inflation global de la zone euro, restait sans réaction face à ces différentiels d'inflation entre l'Espagne et l'Allemagne. Le taux moyen d'inflation dans la zone euro n'était que 2,2%. Et la zone euro, la BCE n'a comme mandat que de maintenir le taux moyen d'inflation dans toute la zone à environ 2,2%. Donc c'est parfait, la BCE a rempli sa mission. Et en plus de ça, l'euro n'a fait que s'apprécier par rapport au dollar sur la période, sur la décennie 2000. C'est un trend très clair. Et donc, si vous ajoutez l'inflation dans les pays du Sud plus l'appréciation de l'euro, là vous avez le cocktail parfait pour déclencher un problème de balance commerciale dans les pays périphériques et aussi en France. Donc le déficit commercial de l'Espagne était de 5,7% du PIB juste avant l'entrée dans l'euro. Il a augmenté d'1 point de PIB à la fin de la décennie 2000. La situation de la France est plus inquiétante. On était à l'équilibre avant l'entrée dans l'euro. Maintenant, on a un déficit commercial de plus de 3% du PIB. Et dans le même temps, la balance commerciale allemande est passée de 3% du PIB à l'excédent commercial, de 3% du PIB à 6,5% du PIB. Donc, pendant que les pays... Le PIB,
produit intérieur brut. Ainsi, pendant que les pays périphériques de la zone laissaient filer leur taux d'inflation, ce qui a fini par dégrader leur compétitivité et laminer leur industrie, l'Allemagne, qui s'était retrouvée dans une situation très difficile après l'immense défi de la réunification, donc elle avait un problème de compétitivité au début des années 2000, elle a bloqué complètement la progression des salaires, et ce qui a permis de compenser l'appréciation de l'euro et qui a maintenu sa compétitivité et maintenu son tissu industriel. On est donc arrivé on a développé une économie de consommation et d'endettement dans la périphérie de l'Europe et une économie de modération salariale, d'exportation et d'épargne dans les pays du Nord. Parce qu'il n'y a pas que l'Allemagne. Dans les pays du Nord, il y a l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas et l'Autriche, essentiellement. Donc tous ces pays-là, qu'on va appeler les pays du Nord, ils ont réussi à bâtir une économie de modération salariale, d'exportation et d'épargne. Et dans le cas du Sud, l'endettement et l'inflation vont de pair avec une population jeune et un fort dynamisme démographique. Et au contraire, la politique mercantiliste du Nord se justifie par le vieillissement de la population et la nécessité d'épargner pour faire face à la charge des retraites. Et là où la boucle se boucle, c'est que les excédents d'exportation réalisés par les pays du Nord, qui sont à la recherche de rendement pour payer justement les retraites, vont aller se placer dans quoi? Dans la dette des économies périphériques. Toutes les conditions sont réunies pour permettre le développement d'une énorme bulle d'endettement. Donc d'un côté, on a des cigales qui consomment et qui s'endettent, de l'autre, des fourmis qui se serrent la ceinture, qui exportent. Les cigales du Sud consomment avec l'argent que leur prêtent les fourmis du Nord. Donc on aurait pu penser que les écarts de compétitivité allaient se traduire par des coûts d'emprunt plus importants sur les marchés. Parce qu'il y a un risque dans tout ça. On aurait pu se dire, c'est de plus en plus risqué d'alimenter cette bulle immobilière espagnole, de financer ce déficit commercial structurel espagnol. On va prêter, mais à des taux d'intérêt un peu plus hauts quand même. Eh bien non. On prêtait à des taux quasiment égaux à ceux des Allemands. Donc ce qui a permis à la bulle de prendre une ampleur absolument phénoménale. Et la raison, c'est évidemment que les banques des banques fourmis, les banques des pays du Nord, ont certainement considéré que le risque de défaut serait assuré par la collectivité des fourmis. Et elles n'ont pas eu tort, a posteriori. Donc, pour vous donner quelques chiffres, la dette extérieure nette de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne et de l'Irlande, aujourd'hui, s'élève à 100% de leur PIB. Donc, ils doivent travailler une année pour rembourser leur dette vis-à-vis de l'extérieur. Et l'Allemagne et la France ont investi via leurs banques entre 20 et 30% de leur PIB dans la dette des gypsies. Et alors tout ça, toute cette belle musique, toute cette machine extrêmement bien rodée qui fonctionne par le système bancaire européen ultra intégré, s'arrête brutalement fin 2009 avec la crise grecque et avec la diffusion de la crise grecque à l'ensemble des gypsies. Donc lorsque la solvabilité des cigales est mise en question, les créanciers privés, essentiellement allemands et français, se retirent, les taux d'intérêt explosent dans les gypsies, les spreads de taux avec l'Allemagne deviennent même supérieurs à ce qu'ils étaient au milieu des années 90 quand il n'y avait pas l'euro. Et là, en fait, on avait deux possibilités. Soit on laisse le système évoluer vers la faillite, donc faillite bancaire généralisée de toute la zone, soit on fait quelque chose pour éviter la faillite, et finalement on a choisi la deuxième solution. Alors quelle est cette deuxième solution? En quoi ça consiste, ce quelque chose qu'on fait pour éviter la faillite? Eh bien, c'est très simple. Les créanciers ne veulent plus prêter, les créanciers privés ne veulent plus prêter, ben c'est pas grave, on va se substituer à eux. On va prêter à la Grèce pour qu'elle rembourse les créanciers privés qui ne veulent plus prêter. Donc c'est qui prête à la Grèce, à l'Espagne, à l'Italie, etc. Eh bien, c'est deux types d'institutions. Il y a la Troïka, qu'on appelle la Troïka, donc c'est le triptyque BCE, FMI, Union européenne. Donc eux, c'est pour les prêts au gouvernement. Ils vont prêter au gouvernement grec, portugais et irlandais pour qu'ils remboursent les créanciers qui ne veulent plus prêter. Et il y a la BCE, toute seule, qui prête sans limite aux banques des pays en difficulté, dont les créanciers ne leur font plus confiance. Donc les banques aussi ont le même problème, leurs créanciers ne leur font plus confiance, donc elles empruntent à la BCE pour rembourser leurs créanciers.
Donc on va voir que tout cela n'a pas résolu le fond du problème, on va le voir après. En tout cas, on a évité la faillite. Voilà, c'est ça la conclusion provisoire, c'est qu'on a évité la faillite. Et la crise est à la fois souveraine et bancaire. Dans certains cas, comme en Grèce, c'est d'abord la crise souveraine qui précède la crise bancaire. Dans d'autres cas, c'est clairement la crise bancaire qui précède la crise souveraine, comme en Irlande et en Espagne. Et bien sûr, ce qui est très important, c'est que cette crise bancaire n'est pas qu'une crise bancaire irlandaise, espagnole et grecque, parce que toutes les banques françaises et allemandes, entre autres, qui ont prêté à ces pays-là, automatiquement, à partir du moment où les pays n'ont plus la confiance des marchés, les banques qui leur ont prêté n'ont plus la confiance des marchés. Donc on voyait évidemment les coûts d'emprunt de la BNP, de la Société Générale, exploser sur les marchés. Crédit Agricole. Crédit Agricole. Donc, la crise de la zone euro commence comme une crise de balance des paiements traditionnels dans ses causes et dans son déclenchement. Un pays finance son déficit extérieur dans une devise étrangère ou dans une devise domestique qui est arrimée à une monnaie étrangère. Une bulle de crédit se forme, l'inflation érode la compétitivité, les déficits extérieurs se creusent, le sentiment des investisseurs se retourne, les capitaux se retirent et le pays ne peut plus accéder au marché. Ensuite, très souvent, quand on regarde l'histoire des crises de balance des paiements, le pays commence par mener une politique d'austérité. C'est un peu le premier choix. Et de compétitivité. Surtout s'il appelle à l'aide le FMI, parce que c'est ce que le FMI va préconiser. Devant l'inefficacité de cette politique, ça a très peu souvent marché, ça a souvent aggravé le problème, le pays finit par dévaluer fortement sa monnaie pour faire défaut sur sa dette et pour restaurer sa compétitivité, et ce qui souvent, très souvent, marche. Un très bon exemple de tout ce mécanisme que je viens de décrire, la crise, la bulle, la crise et la dévaluation, c'est l'explosion du système monétaire européen en 92. On a tous les ingrédients réunis, et jusqu'à la sortie de l'Espagne et de l'Italie du système monétaire en 92, et ça a très bien fonctionné pour eux par la suite. Ici, tout s'est passé de la même manière jusqu'au déclenchement de la crise, mais la sortie de crise par la dévaluation n'a pas été autorisée. Donc la similarité entre l'explosion du SME et la crise de l'euro s'arrête à ce moment-là. Parce que le SME, ça a été soldé par la dévaluation, et là, on ne pouvait pas. On n'a pas autorisé cette solution. Donc, ce qui s'est passé, alors, ce qui aurait pu se passer si on avait été prévoyant, c'est qu'un pouvoir fédéral européen aurait pu régler complètement la crise presque immédiatement par des transferts du cœur vers la périphérie. Donc ça aurait fonctionné parfaitement parce que la zone euro dans son ensemble est solvable. On l'a vu. Et du coup, on tire la première leçon de cette crise, c'est que l'existence d'un gouvernement fédéral est le préalable à toute union monétaire digne de ce nom. Et c'est ce qu'on paye. On paye très cher le fait de ne pas avoir eu... On paye très cher le fait de ne pas avoir eu un gouvernement fédéral pour régler immédiatement cette crise par des transferts. Et du coup, comme on n'a pas ce gouvernement fédéral, la crise financière se mue en crise de gouvernance politique qui aggrave en retour la crise financière. Donc l'impréparation des gouvernements est totale. On ne peut même pas considérer qu'il y a un monsieur euro, c'est les chefs de gouvernements nationaux, plus le président de la Commission européenne, plus le président de la BCE, plus le président de l'Eurogroupe, qui n'arrêtent pas de discuter dans tous les sens et de se contredire, qui ne sont jamais d'accord. Il n'y a pas de mécanisme de solidarité qui est prévu pour ces situations. Le scénario de crise souveraine et bancaire n'a même pas été envisagé. Il n'y a pas de convergence sur le diagnostic, pas de convergence sur les solutions à apporter. Et devant la réalité inconfortable, on se mure dans le déni. On fait comme si on avait affaire à une crise de liquidité. Alors qu'en fait, beaucoup de gens, dès 2010, ont dit que ce n'est pas une crise de liquidité, c'est une crise de solvabilité. Autrement dit, la Grèce ne paiera pas sa dette. On le disait depuis 2010. On disait aussi ça des banques espagnoles. Elles ne paieront pas leur dette. Ça ne sert à rien de leur reprêter. Ça ne résoudra pas le problème. Et on commence, le défaut grec, donc la crise commence en octobre 2009 pour la Grèce. Le défaut grec, en fait, il faut attendre février 2012 pour qu'on ait la première restructuration de dette grecque. Il faut attendre janvier 2013, donc là, maintenant, pour que des pertes soient prises par les banques espagnoles. Et à ce jour, les banques de la zone euro n'ont toujours pas été recapitalisées.
Bon, et au final, dans tout ce capharnaüm politique, c'est l'Allemagne qui est la chef d'orchestre, très clairement. Pourquoi elle est devenue la chef d'orchestre? Parce qu'elle jouit du statut de créditeur principal de la zone euro. Et parce qu'elle est jugée l'emprunteur le plus sûr sur les marchés. Donc c'est ces taux d'intérêt, on est dans un système fou, où c'est pas le peuple européen qui décide, etc. C'est les taux d'intérêt sur les marchés qui décident, qui déterminent, qui décident en fait de notre avenir. Donc les taux d'intérêt allemands sont les plus bas, donc c'est l'Allemagne qui décide. Voilà. C'est ça. L'ironie de l'histoire est que entre un créancier et un débiteur, il y a un rapport de force. Ce n'était pas évident que ce soit le créancier qui ait le rapport de force. Ça s'est passé comme ça, mais ça aurait pu se passer différemment. Imaginez que le débiteur fasse faillite, le créancier est automatiquement en faillite lui aussi. Pour des raisons que l'histoire expliquera très bien, on a basculé vers un système où c'est complètement le créancier qui a pris les commandes de la zone euro. Donc la position allemande, donc l'Allemagne gouverne, quelle est sa position? L'Allemagne gouverne avec l'assentiment complet de la France, qui malgré les belles promesses du candidat Hollande pendant la campagne électorale, se range finalement complètement à la position allemande après son élection. Donc c'est quoi les 4 points qui définissent la position allemande? 1. Pas de mutualisation des dettes. Donc chaque emprunteur, chaque pays va rembourser tout ce qu'il doit sans aide de l'extérieur. Et tout ce que doivent ces banques aussi. Donc les banques espagnoles, c'est l'État espagnol qui est responsable de leurs dettes, de payer leurs dettes. Quand on secourt un pays, c'est uniquement en lui prêtant. Donc ce n'est pas un vrai secours, c'est en lui prêtant pour qu'il puisse rembourser l'intégralité de sa dette vis-à-vis de ses créanciers privés. Donc on fait juste passer la dette de main, la dette change de main du secteur privé vers le secteur public, c'est tout. Il n'y a pas de transfert de dette des pays en détresse vers les entités qui sont solvables. Donc ça, c'est le premier point de la position allemande, pas de mutualisation des dettes. Deuxième point de la position allemande, pas de défaut. Et en fait, ce point-là, pour être très honnête, l'Allemagne était plus favorable au défaut que la France. Donc ce point-là était vraiment introduit par la France. Et il est catastrophique. La France et la BCE sont les plus à cheval sur ce point-là. Donc l'idée, c'est qu'il faut sauver les banques. Les banques ont prêté, elles ont pris des risques, c'est elles qui sont directement responsables de la bulle. Mais, bon, d'ailleurs, elles ont accumulé d'immenses profits au moment de la bulle, mais quand ça tourne mal, ce n'est pas à elles de payer. C'est au contribuable qui doit être saigné pour payer les excès des banquiers des 10 années précédentes. Donc, impossible de faire prendre un défaut aux banques créancières. C'est un blasphème. Pourquoi c'est un blasphème? Parce que derrière, c'est des réactions en chaîne, c'est le risque systémique, c'est la propagation, la contagion, on ne sait plus gérer, donc pas de défaut. Troisième point de la position allemande, l'ajustement doit être asymétrique. L'ajustement n'est pas demandé à l'Allemagne. C'est les pays en crise, c'est les pays insolvables qui ont un problème de compétitivité, c'est eux qui doivent le régler. Comment on le règle? On ne peut pas dévaluer la monnaie pour devenir compétitif, donc comment on le règle? En baissant les salaires. C'est très simple. Donc le remède prescrit par le docteur Merkel aux patients grecs, irlandais, portugais, espagnols et italiens sera donc l'austérité, avec des réformes structurelles aussi. Le problème, et ça on le verra tout à l'heure, c'est qu'une baisse des salaires s'accompagne de souffrances sociales très importantes, surtout dans nos démocraties, et que l'efficacité économique d'une baisse des salaires est extrêmement limitée. Et quatrième point de la position allemande, c'est le dernier, il faut même que les pays cœurs de la zone euro, qui ont encore la confiance des marchés, donc qui pourraient faire de la relance budgétaire, pratiquent eux aussi la rigueur budgétaire. Et qu'ils accélèrent les réformes structurelles au même moment pour également améliorer leur compétitivité. En somme, qu'est-ce qu'on demande à la zone euro? De se mouler à marche forcée sur le modèle de l'Allemagne, qui rappelons-le, est une anomalie, c'est-à-dire que pendant une période de temps donnée, de 10 ans, elle a dû faire des efforts pour résoudre son problème de compétitivité en compressant les salaires d'une façon pratiquement jamais vue. Et ben c'est ça qu'on est censé imiter aujourd'hui. Et donc la zone euro doit devenir une immense zone d'exportation vers le reste du monde. C'est pas grave s'il n'y a pas de demande dans le reste du monde pour ces nouveaux produits. Si le Japon veut faire la même chose en même temps que nous, c'est-à-dire que lui aussi d'être mercantiliste, que les États-Unis aussi voudraient un peu plus exporter.
Donc tout le monde veut un peu plus exporter, mais ça, c'est pas grave. Qu'importe aussi si on fait rien pour investir dans la réindustrialisation des gypsies. Donc on baisse les salaires, on introduit de la flexibilité dans le marché du travail, etc. Mais on ne réindustrialise pas les gypsies. Il n'y a pas d'investissement industriel. Donc comment ils vont exporter s'il n'y a pas d'investissement industriel? Et dernière aberration, l'euro s'apprécie. Le résultat de toute cette politique, c'est que l'euro s'apprécie. L'appréciation de l'euro annule tous les efforts qui sont faits par ces pays-là. Donc ça ne marche pas. Ce qui aurait eu du sens économique, c'est un ajustement symétrique. C'est-à-dire les fourmis deviennent un peu plus cigales en augmentant les salaires, les cigales deviennent un peu plus fourmis par un effort de compétitivité sur le très long terme. Donc ce qu'on impose là en 2 ans l'aurait étalé sur 10 ans par exemple. Mais de cela, l'Allemagne ne veut pas en entendre parler. Bon. Ensuite, les remèdes de cheval imposés par les prêteurs publics ne font qu'aggraver la situation. Les écarts de taux entre Gypsy et Allemagne augmentent de manière tendancielle. Malgré les sommets et les plans de sauvetage, la zone euro se fissure entre cœur et périphérie. Les banques et les entreprises des Gypsy ne se financent plus bien sur les marchés, tandis que l'Allemagne emprunte à des taux négatifs sur des maturités courtes. L'augmentation des coûts d'emprunt dans les pays périphériques conduit à une crise de défiance autoréalisatrice. Plus les taux sont élevés, plus il devient coûteux de financer la dette. Et moins la dette a de chances d'être remboursée. Or, moins la dette a de chances d'être remboursée, plus les taux d'intérêt sur la dette augmentent, et ainsi de suite. Pour l'Italie, c'est une spirale mortifère, beaucoup plus grave encore que pour les autres, parce que l'Italie est en fait structurellement solvable. Les flux sont bons en Italie, sont meilleurs qu'en France, c'est-à-dire quand vous regardez la balance commerciale, le déficit budgétaire primaire, c'est-à-dire quand on exclut les coûts de la charge de la dette, tout ça est bon en Italie. Bien meilleur qu'en France. Donc si l'Italie arrivait à emprunter à des taux modestes comme ceux de la France, l'Italie serait complètement tirée d'affaire. Donc on a créé un problème italien juste en laissant ces taux d'intérêt augmenter de cette manière. Alors évidemment, ce qu'a fait Mario Draghi en septembre 2012 a été positif d'une certaine manière. Quand il s'est déclaré prêt à acheter les titres de dette espagnols et italiens en quantité illimitée. Ça a éloigné le spectre de désintégration financière à court terme. Et ça a même provoqué une certaine euphorie sur le marché. On voit l'argent revenir vers les banques des pays, des Gypsy. Mais pendant que la situation financière semble se stabiliser, mais on voit que c'est fragile, regardez les marchés aujourd'hui, l'austérité continue d'être partout appliquée. Et la crise économique, elle, s'aggrave. À la demande de la Troïka, l'ajustement des déséquilibres de compétitivité se fait par la déflation des salaires, c'est ce qu'on vient de dire. L'austérité budgétaire est imposée à tous les États sauvés, baisse des salaires des fonctionnaires, des pensions, augmentation des impôts. Même les États épargnés par les marchés s'y mettent. Donc, pour vous expliquer un peu la motivation derrière le fait que la France fait de l'austérité, donc François Hollande qui expliquait, une fois déjà élu, dans une interview au Monde, alors, si je vais devant les Allemands en expliquant qu'il faut soutenir la Grèce et l'Espagne, Madame Merkel va me demander « Et vous, où en êtes-vous » Il était très important pour peser dans la négociation de pouvoir y arriver dans une position où je n'ai pas à m'excuser. Voilà un peu ce qui justifie aujourd'hui la rigueur, le choix de la rigueur en France. Dans un contexte de désendettement privé, cela ne peut que mener à un effondrement généralisé de la demande. Donc là, c'est très important de comprendre pourquoi la déflation ne marche jamais pour des pays endettés. Et parce qu'en fait, ce qui compte pour un pays endetté, c'est le ratio dette sur PIB. C'est ça, c'est pas la dette. La dette, en fait, c'est une mesure absolue de l'endettement, mais ce qui compte, c'est une mesure relative de l'endettement par rapport à ce que le pays est capable de créer. Donc, et c'est le PIB qui va le mesurer. Or, quand vous faites la déflation, vous faites baisser le PIB. Donc le ratio dette sur PIB mécaniquement augmente. C'est pour ça que la déflation ne marche jamais, pour aider un pays surendetté à revenir vers la solvabilité. D'autre part, quand le secteur privé se désendette, si l'État fait la même chose, on a une dépression assurée. Ça, le premier qui l'a compris, c'est Keynes, dès les années 30, en regardant ce qui s'est passé au moment de la crise de 29. Et c'est la raison pour laquelle il préconisait que l'État ne cherche jamais à se désendetter lors des récessions, mais au contraire, lors des épisodes de croissance.
Dans le contexte actuel, l'effet est aggravé par le fait que tout le monde se serre la ceinture en même temps. Donc même les pays qui pourraient faire de la relance budgétaire comme l'Allemagne. Et les économistes du FMI ont fait un mea culpa sur l'austérité en disant qu'ils s'étaient trompés. Ils ont cru que l'austérité réglerait la situation. En réalité, ils sont aperçus qu'elle ne réglait rien du tout parce que l'impact de l'austérité est trop important sur le PIB par rapport à ce qu'ils avaient anticipé. Il est triple. Ils ont trouvé, donc il y a une mesure qui s'appelle le multiplicateur keynésien, qui mesure en fait l'impact de l'austérité des restrictions budgétaires sur le PIB. Cette mesure est triple de ce qu'ils pensaient qu'elle était avant la crise. Donc avec la mesure normale, l'austérité fonctionne, avec la mesure de crise, elle ne fonctionne pas. Et le FMI, très honnête, il faut leur reconnaître ça, a écrit un rapport très retentissant qui a fait beaucoup de bruit pour expliquer qu'ils se sont trompés. On aimerait autant d'honnêteté intellectuelle de la part de nos lecteurs. Donc ainsi, non seulement l'austérité détruit la croissance, ce qui était attendu à court terme, mais en plus elle échoue dans sa fonction première, qui est de redonner la confiance en réduisant le poids de la dette dans l'économie. Elle devient donc un fardeau supplémentaire au lieu d'être une solution. Donc en guise d'illustration, malgré tous les plans d'austérité imposés à la Grèce, et même malgré la restructuration de la dette grecque, la dette publique grecque aujourd'hui est attendue à 190% du PIB. Et elle était 165% en 2011. D'autre part, il y aura des dommages irréversibles sur ces pays-là. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut inverser du jour au lendemain. Il y aura un problème sur l'employabilité des gens, il y a de la fuite des cerveaux. On n'investit pas, quand on n'investit pas assez dans une économie pendant trop longtemps, après elle perd de la productivité sur le long terme, peut-être même de manière définitive. Donc il y a des dommages irréversibles sur le potentiel même de croissance à long terme de la zone euro. Et finalement, l'Allemagne qui croyait s'en sortir en disant « la récession c'est pour les autres » et moi je crois, eh ben, elle s'est trompée. Elle rentre en stagnation et la zone euro dans son ensemble rentre en récession. Et l'Allemagne ne peut pas compter sur la croissance chinoise ou américaine qui elle aussi patine. Et là on rentre dans une autre phase de la crise. La crise devient sociale et politique. Le chômage explose, 25% de la population active en Espagne et en Grèce, le double chez les jeunes, 15% au Portugal et en Irlande, 10% en Italie et en France. On voit des nouvelles maladies apparaître en Grèce, sida, malaria, virus du Nil occidental, rougeole, coqueluche, les taux de suicide explosent. Manifestations à répétition, pays bloqués. Les partis préconisant la sortie de l'euro ainsi que les partis populistes voient leur audience exploser. Le parti néo-nazi Aube Dorée est crédité de plus de 10% des intentions de vote. Syriza, aujourd'hui, dans les sondages, donc le parti d'extrême gauche grec, est le premier dans les sondages. Il a plus de 30% des intentions de vote. En Italie, on voit aussi des mouvements similaires se développer, qui recueillent aujourd'hui jusqu'à 15% des intentions de vote pour les prochaines élections italiennes. On voit aussi Berlusconi surfer sur la vague avec un discours de plus en plus anti-allemand, mais anti-euro. Et on voit la crise, un problème, un scandale récent sur une banque qui s'appelle Monte Paschi et qui est en train d'atteindre le parti qui est donné favori pour les élections italiennes. Et c'est ce qui explique certainement la nervosité actuelle sur les marchés avec le scandale actuel pour l'Espagne, pour Rajoy. Et la crise politique ne se limite pas aux pays débiteurs. Donc on a vu dans les pays débiteurs que les partis extrémistes montent à gauche, à droite. Mais dans les pays créditeurs aussi. Donc en Finlande, on a le parti nationaliste True Finns, vrai finlandais, qui a une popularité de 23%. Les Pays-Bas aussi se posent des questions. En Allemagne, on se pose des questions. Beaucoup d'économistes influents s'opposent à tout ce qui est fait. Ils considèrent que c'est encore beaucoup trop solidaire. L'Allemagne est encore beaucoup trop solidaire, qu'elle aurait dû laisser tout tomber depuis longtemps. L'opinion publique allemande est très hostile à de nouveaux prêts à la Grèce. Beaucoup sont favorables à ce que la Grèce sorte de l'euro. Et en France aussi, il y a une désaffection grandissante pour l'euro et le projet européen. 45% des sondés pensent que l'euro a été un handicap face à la crise. Chez les plus de 65 ans, ça va mieux. On verra un peu pourquoi tout à l'heure. 65% des sondés rejettent un retour au franc. Donc ça, c'est ce que j'expliquais. Les gens ont peur
de la fin de l'euro. Mais ceux qui ont voté pour Maastricht choisiraient le non à 64% aujourd'hui. Ils sont 67% à dire que l'Union européenne va plutôt dans la mauvaise direction depuis la ratification du traité de Maastricht. Et on voit aussi le sentiment anti-européen, disons sceptique par rapport à l'Europe se développer en Grande-Bretagne où on parle d'un référendum sur la question. Donc maintenant, je vais parler de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'euro marche. Alors, c'est 3 lignes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'euro marche? Il faudrait en fait, là pour bien répondre à cette question, le mieux c'est de citer ce qu'a dit Paul Krugman dans son dernier livre. Donc, qu'est-ce qui distingue le Nevada et l'Irlande? Les deux ont nourri une immense bulle immobilière qui a éclaté. L'une et l'autre ont plongé dans une profonde récession qui a fait exploser le chômage. L'une et l'autre ont vu leurs banques fragilisées par des défauts de paiement sur les crédits immobiliers. Mais au Nevada, ces chocs ont été considérablement amortis par le gouvernement fédéral. Le Nevada verse en ce moment beaucoup moins d'impôts à Washington, mais ces résidents du troisième âge perçoivent toujours leur retraite et le programme Medicare continue de prendre en charge leurs frais de santé. Le Nevada reçoit donc beaucoup d'aides publiques. Dans le même temps, les dépôts dans les banques sont garantis par un organisme fédéral, la FDIC. Et d'une part, une part des pertes consécutives au défaut de paiement immobilier retombe sur Fannie et Freddie, des organismes adossés au gouvernement fédéral. L'Irlande, de son côté, est très esseulée. Elle ne peut compter sur personne pour renflouer ses banques, payer retraite et couverture sociale, alors que ses revenus sont sensiblement réduits. L'Irlande et le Nevada ne vivent donc pas la même crise. Voilà. Donc, finalement, vous avez une zone monétaire qui fonctionne, c'est les États-Unis. Pourquoi elle fonctionne? Parce que vous avez une fédération, parce que vous avez un gouvernement fédéral qui prélève l'impôt au niveau fédéral et qui est capable de redistribuer, d'absorber des chocs d'une région. Et vous avez une zone monétaire qui ne fonctionne pas, la nôtre, parce qu'il n'y a pas de gouvernement fédéral qui est capable de redistribuer, de faire des transferts des régions qui vont bien vers les régions qui vont moins bien. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour normaliser plus ou moins la situation? Il faut 3 choses. Il faut d'abord un fonds de garantie des dépôts au niveau de la zone. Donc ça, c'est l'équivalent de la FDIC dont on vient de parler, qui marche aux États-Unis. Très bien. Donc il y a plus de 500 banques qui ont été fermées depuis 2008 aux États-Unis par cet organisme fédéral. Donc cet organisme vient, il voit une banque qui ne va pas bien, il la ferme, il fait prendre des pertes aux créanciers, il renvoie tout le management, il la fusionne avec une autre, il transfère ses actifs dans une autre banque ou dans une bad banque. Bref, il a une latitude totale. L'organisme fédéral a une latitude totale pour faire ce qu'il est nécessaire de faire pour assainir le système bancaire. Et nous, on n'a pas ce système et il nous en faut un comme ça. Il nous faut un budget fédéral d'au moins 10% du PIB de la zone euro. Donc il faut que ce soit au moins 1000 milliards d'euros. On en reparlera. Et il faut que ce gouvernement fédéral soit doté d'une légitimité démocratique. Donc ce gouvernement fédéral lèverait l'impôt au niveau européen et émettrait de la dette directement sur les marchés, les fameux eurobonds. La BCE, troisième condition, donc ça c'est les 2 premières conditions, et la troisième condition, c'est que la BCE serve de prêteur en dernier ressort du gouvernement fédéral et du fonds de garantie bancaire, le première institution dont on a parlé. Donc ça, c'est essentiel pour qu'il n'y ait pas de propagation des crises des banques ou des États vers le gouvernement fédéral. Donc un exemple éclairant, c'est le Royaume-Uni qui a pas du tout une situation budgétaire réjouissante sur le papier, mais qui n'a aucun problème pour emprunter sur les marchés, notamment parce qu'il bénéficie d'une banque centrale qui est son prêteur en dernier ressort. Et une fois qu'on a mis en place ces 3 mesures prioritaires, il nous faut un plan de sortie de crise à long terme. Sur 20 ans, parce qu'on sort d'une crise d'endettement sur 20 ans, pas sur 3 ans. Donc les exemples historiques de sortie de crise d'endettement, c'est les États-Unis dans les années 30-40 et le Royaume-Uni dans les années 50-60, à chaque fois sur 20 ans à peu près. Et il y a pas mal de recettes dont on pourra parler après pour le faire.
Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que ce qui pourrait marcher ne sera vraisemblablement pas implémenté sans un choc politique majeur. Parce que l'Allemagne et tous les autres pays créditeurs sont culturellement réfractaires à l'union de transfert et même à l'action actuelle de la BCE. Au-delà de l'Allemagne, on voit que les peuples ne sont pas prêts à déléguer une partie de leur souveraineté à un État fédéral, ni à se montrer solidaires envers les autres États de la zone. 65% des Français interrogés sont pour une sortie de la Grèce, 60% sont pour moins d'intégration européenne et des politiques budgétaires propres à chaque État. Donc vous voyez, ce n'est pas que les Allemands. Donc, George Soros explique que la zone euro est frappée par une crise des valeurs qui est en train de mettre en danger le projet européen lui-même. L'Europe était autrefois un idéal et une aspiration. Elle est aujourd'hui devenue synonyme de contrainte et de nécessité. La crise de l'euro a entraîné la scission du continent en deux blocs aux intérêts contraires. Le bloc des créditeurs emmené par l'Allemagne, qui impose ses conditions au bloc des débiteurs, les pays périphériques. Tout se passe comme quand le FMI vient au secours des pays empruntant dans une devise qui n'est pas la leur en imposant ses conditions. L'Allemagne jouant le rôle du FMI, évidemment. Et tout ce fonctionnement est contraire à l'essence du projet européen et c'est une menace considérable pour la démocratie et pour la paix. Donc, le problème, c'est que tous ces débats sur la solidarité et les règles d'ajustement dont on vient de parler, donc qui doit s'ajuster, est-ce que c'est l'Allemagne et les pays périphériques tous les deux, comment s'organise la solidarité intra-européenne, pour l'instant, ne sont jamais tranchés à l'échelle européenne. Ils ne sont tranchés qu'entre chefs de gouvernement élus par leur population. Et ça, c'est ça qui nous entraîne dans l'impasse. Parce que les dirigeants élus à l'échelon national n'ont comme mandat que la protection des intérêts nationaux. Et si on prend la BCE, Mario Draghi, ou les autres, ils n'ont même pas de légitimité démocratique, ou le président de la Commission européenne. Donc, ils n'ont comme mandat que la protection de leurs intérêts nationaux, donc ils ne recherchent pas l'intérêt général de la zone euro. Ce qui leur importe, donc ils ont chacun leur agenda politique, et ce qui leur importe, c'est leur maintien au pouvoir ou leur réélection. Donc pour ça, ils ménagent la chèvre et le chou, ils font des marchandages. Par exemple, Angela Merkel ne veut ni une dislocation, ne veut trancher aucun débat. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas la séparation de la zone et ne veut pas non plus son intégration. Parce qu'elle a peur de déplaire dans les deux cas à ses électeurs. Donc on est capable de trancher aucun des sujets importants avec cette organisation politique-là. Donc il n'y a qu'un gouvernement européen qui aurait la légitimité du suffrage universel, qui pourrait arbitrer entre les intérêts nationaux et qui pourrait trouver un compromis qui représenterait l'intérêt général de la zone euro à long terme. Non. Donc, attendez, j'ai pas tout... Suspense. Donc, les gens, pas mal de gens se satisfont du statu quo. Non, il a des grandes manches, je regarde s'il a la solution. Oui, oui. Elle est en dernière page. Les gens se satisfont du statu quo parce que finalement il apporte un certain confort, une certaine sécurité à court terme. Les rentiers voient leur épargne protégée des défauts, l'euro s'apprécier, c'est parfait. Mais ça ressemble très fort au Japon tout ça. Et au Japon, je pense qu'on n'a pas... ce qui a marché, entre guillemets, au Japon, ce qui a été accepté par les Japonais, risque de ne pas l'être par les citoyens européens, pour des raisons évidentes. Donc derrière le titre de cette conférence se cache en réalité une question plus fondamentale. Faut-il, pour sauver l'euro, risquer de sacrifier quelque chose de beaucoup plus important, à savoir l'avenir de nos enfants, la paix et la démocratie en Europe? C'est ça la vraie question. Et faut-il, pour protéger les rentiers, risquer la stagnation économique, le chômage de masse, l'appauvrissement des travailleurs et le réveil des vieux démons en Europe? Alors, que peut-on espérer et que peut-on faire? Il y a deux possibilités qui existent sur le court terme pour sortir de l'impasse actuelle. La première, c'est que la lucidité et le courage s'emparent brusquement de nos dirigeants. Bon, déjà, ça c'est bon. C'est toujours possible. Non. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Je pense qu'un élément déterminant pour que ça vienne, c'est les marchés. Parce que c'est ce que l'expérience a montré. C'est-à-dire qu'il faut que les marchés ne montent pas. Il faut que le contraire de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que les marchés n'aillent pas bien du tout. Et qu'on soit vraiment au bord de la catastrophe, pour qu'un matin, ils se réveillent en disant « Bon, bah, on va faire quelque chose finalement pour l'histoire, on va faire une zone euro qui marche ».
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'éloigne de cette solution parce que les marchés sont trop euphoriques et ne voient pas les risques qui sont partout. Donc ça, c'est la première possibilité à court terme. Et on ne peut pas l'exclure, elle est toujours possible et ça peut arriver plus vite que ce qu'on croit. Une intégration surprise dans un élan de responsabilité des dirigeants actuels. La deuxième possibilité qui existe, c'est qu'un pays créditeur, par exemple la Finlande, ou un pays débiteur, par exemple la Grèce ou l'Italie, ne parviennent plus à dégager de majorité favorable au maintien dans la zone euro, dans les conditions actuelles d'austérité, etc. Et donc, il proclame sa sortie unilatérale de la zone. Donc ça, les élections italiennes sont à surveiller parce qu'on pourrait arriver à une impasse politique là-bas. La Grèce est à surveiller, évidemment, parce que chaque loi pro-austérité est difficile à faire passer au Parlement grec. Mais cette solution, entre guillemets, a énormément de dangers. Parce que le pire ou le meilleur pourrait sortir d'une déflagration de ce type où un pays dit « je sors » unilatéralement. Et moi, ce que je propose, c'est une autre possibilité qui nous permettrait de reprendre notre destin en main, sans le confier à la chance ni aux expérimentations politiques hasardeuses. Mais vous allez voir, il y a du travail. Il y a du travail et ça dépend surtout de nous, en fait, pour le faire. De nous dans cette salle et nous, citoyens européens. On a vu que les offres politiques nationales sont cruellement inadaptées aux réalités et aux défis d'aujourd'hui. Donc parti souverainiste d'un côté, parti d'extrême gauche de l'autre, parti de gouvernement sans proposition crédible pour changer le statu quo. Aucune de ces propositions n'est porteuse d'espoir. Il faudrait qu'aux élections européennes de 2014, des citoyens européens puissent se prononcer très clairement entre deux projets d'avenir pour l'Europe. Parce qu'il y a deux projets d'avenir pour l'Europe. D'un côté, un projet proposant la dissolution concertée, concertée c'est le mot clé, de la monnaie unique en plusieurs ensembles monétaires homogènes. Donc un euromark, un euromètre par exemple. Et de l'autre côté, une plateforme politique qui propose la transformation de la zone euro en union de transferts budgétaires, tel que c'est fait aux États-Unis. Pour l'instant, ces deux plateformes européennes n'existent pas. Elles n'existent pas et c'est à nous de les créer. Elle serait portée par des partis parfaitement républicains, pro-européens et démocrates. Conformément au souhait de Jacques Attali, parce que je ne suis pas le seul à avoir cette idée, qui le disait dès octobre 2012, on créerait deux parlements, parce que le Parlement actuel ne va pas, c'est un Parlement de l'Union européenne, or on est en train de régler les problèmes de la zone euro, donc c'est deux choses différentes. On créerait un Parlement pour l'Union européenne, un autre pour la zone euro. Et le nouveau Parlement de la zone euro, qui serait placé au-dessus des parlements nationaux, s'érigerait rapidement en Assemblée constituante. Assemblée constituante, c'est le terme que Jacques Attali utilise dans son article, pour organiser dès 2014, selon le vote des citoyens européens qui auront tranché entre les deux solutions, donc la dissolution concertée ou alors la fédération. Donc l'Assemblée constituante déciderait la fédéralisation de l'eurozone ou sa dissolution en plusieurs zones monétaires cohérentes. Donc est-ce utopique ? Comme le disait Herzl, si nous le voulons, ce ne sera pas un rêve. Je te remercie, Steve, et ton exposé appelle, je suppose, énormément de questions. Personnellement, j'en ai quelques-unes, après on va passer à la salle. La première est celle de la fragilité de la garantie qui est donnée au fond de la BCE. La France garantit pour 160 milliards les dettes, l'Allemagne 190 milliards. On voit que la France a un mal fou, en créant une crise sociale importante, à sortir 30 milliards pour réduire sa dette. Comment pourrait-elle garantir 160 milliards? Ça, c'est une vraie question, et c'est une question quand même intrigante, parce que comment se fait-il que les marchés font confiance à quelqu'un qui n'a pas la solvabilité qu'il prétend? La deuxième, c'est qu'en fait, le système que tu décris est un peu une chaîne de Ponzi. C'est-à-dire, on prend des uns pour donner aux autres, et ça marche si, encore une fois, il y a la confiance. Parce qu'en fait, une chaîne de Ponzi, elle peut très bien marcher s'il y a la confiance. Parce qu'ici, il y a la confiance, il y a toujours de nouveaux arrivants pour faire confiance à cette personne qui va lui remettre plus d'argent.
Donc la confiance fait marcher la chaîne de Ponzi. Or, je crois qu'aujourd'hui, ce que l'on a vraiment, et ce que tu as bien décrit, c'est que c'est une crise, essentiellement une crise de confiance. Et une crise de confiance, parce qu'un jour, on s'est aperçu que le roi est nu. On est une zone où on produit de moins en moins. Je me souviens, la France numéro 1 mondiale du textile, de l'habillement. Aujourd'hui, le textile et l'habillement a complètement disparu du champ industriel de la France. La France numéro 1 de l'automobile, on sait ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous. La France numéro 1 de l'agriculture, aujourd'hui on importe des produits agricoles. Je veux dire, on peut se poser la question vraiment, qu'est-ce que l'on produit, nous chez nous en France, et plus particulièrement en Europe. Et donc dans la compétitivité interbloc, les fameux Brésil, Chine, Russie, États-Unis, Japon, comment faire pour sortir notre bille de ce marasme? Alors, oui, c'est vrai, on dit l'euro, crise de l'euro, mais avant Maastricht, il y avait quand même la monnaie commune, qui fonctionnait très bien, et qui était en fait une monnaie unique, un petit peu à géométrie variable, puisqu'on avait une monnaie unique, parce que la monnaie unique, elle a quel but? C'est d'éliminer les frais de change, d'éliminer les échanges industriels, etc. La monnaie commune répondait absolument à cela. C'était l'écu. Et on a créé une monnaie unique. Quelqu'un peut-être dans la salle qui sont des confectionneurs. Imaginez un confectionneur qui est une taille unique. Ben, il est évident que ça ne peut pas habiller aussi bien quelqu'un de ma carrure et quelqu'un comme toi. Donc, quand on met l'Allemagne et la Grèce dans le même carcan monétaire, est-ce que finalement, c'était pas évident qu'on allait aboutir à ça? Alors, je sais que ça fait beaucoup de questions, mais je pense qu'on est au cœur du sujet et qu'en fait, peut-être, c'est la question sous-jacente, est-ce que la démocratie, en fait, n'empêche pas de répondre aux vraies questions économiques, parce que la démocratie dépend du peuple, et le peuple n'accepte jamais quelque chose qui est impopulaire, comme on dit. Oui, on va prendre... On prend d'autres questions? On va peut-être prendre d'autres questions. Comme ça, tu les as notés? Oui, d'accord, monsieur. Oui, merci beaucoup pour cet exposé, que je trouve très intéressant. Vous avez extrêmement bien décrit les phénomènes à l'intérieur de l'Europe, c'est clair. Vous avez parlé rapidement, et j'aimerais y revenir, sur les raisons de la crise. Ce n'est pas uniquement la crise de l'euro, c'est la crise mondiale. La crise mondiale, de mon sens, est une crise d'un défaut de demande. La demande mondiale s'est effondrée. Et aujourd'hui, la seule véritable, il y en a deux, vous en avez mentionné deux, mais là, pour moi, le seul véritable exemple de sortie d'une telle crise, c'était les années 30, le New Deal, l'injection de demande par le gouvernement fédéral américain à un niveau énorme dû à la préparation de la guerre de 39-45 qui a fait fabriquer des armes, mais qui donc a injecté de la demande de manière colossale, et ça a sorti le pays de la crise. Pourquoi aujourd'hui, et vous l'avez dit, les gouvernements européens mettent tous une politique de rigueur budgétaire, ce qui nous tue tous, et pourquoi dans les solutions que vous avez évoquées, pourquoi vous n'avez pas parlé d'une reprise? Une relance? D'une relance par les gouvernements. Ah oui, c'était pour les questions, je l'avais laissé. Voilà, merci. J'avais anticipé la question. Il y avait un monsieur. Oui, Si vous voulez bien vous lever, oui. il n'y avait pas de pilote dans l'avion euro, vous savez. Mais comment se fait-il qu'on ait réussi à faire de la TVA communautaire sans pilote et qu'on n'arrive pas à faire une harmonie fiscale et une harmonie des charges sociales en Europe, alors qu'on a réussi pour la TVA? Et je dirais même une Europe de l'armée. Et puis la dernière question, et après on prendra... on prendra la deuxième... la dernière question de cette partie. Voilà. De ce round. Si vous voulez bien avoir la gentillesse de vous lever, parce qu'on vous entend. D'accord. Moi, ce que je voulais dire, je vais poser une question de Béotien. Vous entendez au fond? Peut-être Claude, parce que là, on n'entendra pas. C'est une question de Béotien. Je disais, parce que
Il y a des choses qui m'échappent. Depuis que l'on parle de crise, on parle de, en quelque sorte, la dictature des marchés. Tout repose sur ces fameux marchés. Il faut que les marchés soient confiants, il faut que les marchés prêtent un taux. Or, moi, je ne sais pas qui c'est ces marchés. C'est quoi les marchés? C'est tout. Voilà. C'est très long comme question. Ah bon? Ouais. Ouais, je vais essayer de répondre rapidement. Donc d'abord sur la garantie, le FESF, etc. Il se trouve, on peut appeler ça du Ponzi, on peut appeler ça une aberration, tout ce qu'on veut. Il se trouve que des pays qui ont beaucoup de dettes publiques, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, arrivent très bien à emprunter sur les marchés. Pourquoi ils arrivent? Parce qu'on est dans un cycle dépressif, on est dans une dépression mondiale, et que les gens épargnent beaucoup, et cette épargne, ils la placent dans les obligations de ces pays-là. Voilà. Et donc, ces pays-là sont très très loin aujourd'hui d'avoir à affronter une crise de défiance sur les marchés. Et tout ceci est aggravé, enfin, c'est-à-dire est renforcé par la crise de l'euro, c'est-à-dire que la défiance vis-à-vis de la dette italienne rend encore plus intéressante, plus importante la dette allemande dans un portefeuille, dans le portefeuille d'un investisseur. Donc on a beau se dire que la dette allemande c'est quelque chose qui est du Ponzi, que ça ne sera pas remboursé, que la dette française c'est pareil, etc. C'est comme ça. C'est-à-dire que l'argent circule, il se déplace d'un endroit, il va dans un autre. Il n'y a pas d'endroit où le mettre, honnêtement aujourd'hui. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'investissement très intéressant à faire parce qu'on est, comme vous l'avez dit, dans une crise de la demande. Donc dans quoi on investit? Dans la dette allemande, dans la dette française, etc. Profitons-en. Je veux dire, on ne va pas se flageller alors que le marché ne nous flagelle pas. Le marché dit qu'il nous fait confiance. On ne va pas se dire « Ah ben il pourrait ne pas nous faire confiance » ou si on ne fait pas ça, il ne va pas nous faire confiance. Il nous fait confiance. Il nous fait confiance parce qu'il ne fait pas confiance à l'économie, à la reprise, et parce qu'il ne fait pas confiance à l'Italie. Donc il nous fait confiance pour ces raisons-là. Donc utilisons cette confiance pour relancer la machine. Quand la machine sera relancée, il investira moins dans la dette française, évidemment, parce qu'il y aura d'autres opportunités. Et à ce moment-là, ce ne sera pas grave qu'il investisse moins dans la dette française, puisque les taux français augmenteront, mais il y aura de la croissance. Donc voilà un peu tout ce qu'a dit déjà Keynes il y a 70 ans, etc., et qu'il faut retrouver. C'est-à-dire c'est le bon sens. Les gens doivent chercher des choses où investir, indépendamment des doutes sur la solvabilité à long terme de ces choses. Je pense qu'effectivement la France n'est pas ce qu'il y a de plus solvable, elle a plein de tares, elle a un déficit commercial énorme, etc., mais elle a la confiance des marchés, alors profitons-en. Et je pense que ça ne partira pas du jour au lendemain. Vu le problème de la surabondance d'épargne et de l'absence d'opportunités d'investissement intéressantes aujourd'hui, je pense que ça ne partira pas du jour au lendemain que la France devienne, la confiance que la France a sur les marchés. Ensuite, sur crise mondiale, défaut de demande, alors là je suis 100% d'accord avec la question et je pense qu'on a les moyens de faire une relance budgétaire aujourd'hui. Les États-Unis ont les moyens. Le Japon a les moyens et l'a fait, donc c'est intéressant, c'est un très bon exemple ce qui se passe au Japon. On devrait tous s'inspirer de ce qui se passe au Japon. C'est un merveilleux exemple de sciences économiques, une merveilleuse leçon de sciences économiques ce qui est en train de se passer au Japon, parce que le pays était vu comme totalement insolvable, foutu, ruiné, etc. Et là, il annonce une relance budgétaire massive, un plan de rachat de dettes japonaise par la banque du Japon massif, et il n'y a pas le moindre signe de défiance pour l'instant vis-à-vis de la dette japonaise. Pour l'instant, vraiment, ça se passe très bien. Le seul impact, c'est la dévaluation très importante du yen par rapport à toutes les devises, et a priori, cet impact va être très positif pour le pays. Donc, j'abonde complètement dans votre sens. Je pense qu'on a les moyens aujourd'hui, étant donné la dépression à laquelle on fait face, la volonté des gens de confier leur argent aux États, d'utiliser cette confiance qu'ont les États, qui restent solvables, pour faire de la relance budgétaire, selon les préceptes keynésiens, complètement. Et je partage complètement votre avis qu'on est face à une crise de demande. Les investissements sont gelés parce qu'on se dit qu'il n'y a pas la demande derrière, il n'y a pas le débouché derrière, donc on suspend tout.
Donc il n'y a pas d'emploi, donc il n'y a pas de débouchés, donc il n'y a pas d'investissement, donc etc., etc. On rentre dans la spirale mortifère que Keynes avait parfaitement décrit. Et la seule façon d'inverser la spirale, c'est qu'à un moment, quelqu'un consomme. Celui qui peut consommer dépense. Et celui qui peut dépenser aujourd'hui, c'est l'État. C'est tout. Le secteur privé n'y arrive pas, l'État doit d'abord le faire, et après le secteur privé suivra. Sur l'harmonie fiscale, donc la question... alors là, je suis totalement d'accord aussi avec vous, c'est-à-dire que... Tu es d'accord avec tout? Oui, oui. Parce que la base d'une union monétaire, c'est quand même d'avoir un terrain de jeu à peu près homogène. On ne peut pas permettre... En fait, on est en train finalement d'inciter pratiquement les gens à faire des arbitrages au sein de la zone. Arbitrage entre le risque souverain allemand, le risque souverain italien, arbitrage entre la fiscalité belge et la fiscalité française, arbitrage entre le système de protection sociale des uns et la protection sociale des autres. On ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pas possible. On pourrait fonctionner comme ça s'il y avait des monnaies différentes, parce que tout ça serait compensé par l'ajustement, la flexibilité apportée par les fluctuations des monnaies. Mais dans une zone monétaire cohérente, on ne peut pas avoir des arbitrages fiscaux, des arbitrages sociaux, etc. C'est pas raisonnable. Ça revient à ma question sur la monnaie commune. Ah oui, alors, sur la monnaie commune et la monnaie unique. C'est effectivement une possibilité de revenir à la monnaie commune. C'est celle d'ailleurs que préconise Jean-Pierre Chevènement. Je pense que parmi les deux plateformes que j'ai proposées à la fin dans ma conclusion, il y avait justement scindé la zone euro en plusieurs ensembles monétaires cohérents, parce qu'il n'est pas question de revenir à 17 monnaies, ce serait assez absurde. Je pense que raisonnablement on pourrait créer 2 ou 3 monnaies assez cohérentes, et l'euro pourrait continuer d'exister même dans ce cadre, c'est-à-dire il serait utilisé comme monnaie commune. Utilisé pour les échanges commerciaux, les échanges commerciaux avec l'extérieur de la zone. Donc tout à fait. Alors, dernière question de cette série de questions, c'était sur la dictature des marchés. Qui sont en fait les marchés? Les marchés, c'est nous. C'est nous, c'est-à-dire c'est des épargnants, c'est des... Donc il n'est pas question de les diaboliser. On a fait le choix à partir des années 70 de laisser les États emprunter sur les marchés plutôt que d'emprunter à leur banque centrale. Donc c'est un choix qu'aujourd'hui on doit assumer. Dans ces marchés, il y a nous tous. Il y a nous tous. Parler de dictature des marchés, j'aime pas trop ce terme. Par contre, parce que les marchés, bon, c'est juste des investisseurs qui ont des opinions, des croyances, des peurs, des appétits. Bon, très bien. Je pense que par contre, il faut réguler les marchés. Réguler, c'est-à-dire surtout, il y a un point clé, à mon avis, auquel il faut s'atteler, c'est les banques. Et ça, je l'ai évoqué très rapidement dans ma présentation, mais c'est crucial. Il y a une dictature des banques, pas des marchés. Il y a une dictature des banques. Parce que les banques sont aujourd'hui trop interconnectées, trop complexes, trop impossibles finalement à surveiller. Et le fait, à cause de cette interconnexion et de cette complexité, quand elles prennent des mauvais risques, donc elles engrangent les bénéfices dans un premier temps, et dans un deuxième temps, c'est le contribuable qui endosse les pertes. Et ça n'est plus possible. Et c'est cette dictature-là des banques qu'il faut arrêter. Pas une dictature des marchés qui, à mon avis, n'existe pas. Pour moi, c'est un concept un peu pas mal défini, la dictature des marchés. Voilà. Ouais. Allez, on repasse... Vas-y, si tu veux bien te... Non, mais t'as assez de voix. Vas-y. Je n'ai retenu qu'un seul chiffre, c'est 1000 milliards d'euros de déficit. Mais d'où ils viennent, ces 1000 milliards? Et pourquoi on a ce déficit? Non, c'est pas le déficit. Enfin, le PIB négatif, etc., etc. Alors, il faut savoir que ces 1000 milliards, c'est le montant de la fraude fiscale caractérisée et du blanchiment dans le monde. Aujourd'hui, quand on tape sur Google, pays les plus fraudeurs au monde, on a la Grèce qui vient en premier, l'Italie en deuxième,
la Turquie en 3e, l'Espagne en 4e et la France en 5e. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Alors aujourd'hui, 37 pays ont signé des conventions, dont Israël, malheureusement, et après je dirai, si vous me permettez pourquoi, ont accepté donc les conventions donc du Gafi, Egmont, et il faut savoir qu'il y a un organisme qui traque aujourd'hui, Tracfin, le mot Tracfin, qui traque donc la fraude fiscale caractérisée qui devient du blanchiment. Tant qu'on n'a pas régularisé cette situation, donc de tous les pays fraudeurs, la situation sera idem. Il faut écouter la dernière déclaration de Valérie Pécresse du 24 novembre 2011 en disant que les inspecteurs, nos inspecteurs fiscaux, en ont pour 10 ans à se régaler. Pourquoi? Parce que la prescription fiscale ne sera plus de 3 plus 1, enfin 3 années plus 1 an, ni de 6 ans, ni de 10 ans. C'est-à-dire que tous les pays européens et les 37 pays donc, qui ont signé la convention OCDE sont d'accord pour aller traquer les comptes donc, des contribuables à l'étranger. Et comme ils ne peuvent pas toujours les donner, comme il s'est passé en Amérique avec la HSBC, comme il s'est passé donc, en Allemagne avec donc, le Liechtenstein, comme la France avec la Belgique, et malheureusement Israël va être dans le collimateur très bientôt, malheureusement. Israël ne donnera pas les comptes pour le moment, sauf s'il y a des conventions entre elles, de juge à juge, mais malheureusement il y a des cellules de renseignement et d'accord entre tous les membres de l'OCDE. Et par contre, n'importe quel inspecteur, d'ailleurs il y en a actuellement, peut aller en Israël descendre ce qu'on appelle le tabou, l'enregistrement et le cadastre. Messieurs, dames, faites très attention. Aujourd'hui, il faut régulariser une situation et il ne faut pas faire l'autruche. Si vous faites l'autruche, vous risquez de perdre tout ce que vous avez acquis. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel article au 1er janvier 2013 qui s'appelle la flagrance fiscale, c'est-à-dire que sans que vous vous en rendez compte, on peut hypothéquer vos biens en Israël sans que vous vous rendez compte. Et on peut, en plus, comme il faut assez longtemps pour donc déclencher la vente donc, de ces biens en Israël, saisir vos biens ici, les parts sociales de SCI, les parts sociales de société, les comptes courants, etc., etc., etc. Voilà le seul milliard hein, qui m'a interpellé et personnellement, hein, j'ai fait un petit rapprochement quand même entre la Grèce, l'Italie, la Turquie qui était sous le Commonwealth, l'Iran aujourd'hui et donc l'Espagne. Ce sont les seuls pays qui ont fait du mal à Israël. Donc ils reprennent hein, tout ce qu'ils ont fait comme mal. Je peux pas. La question, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Attends, non, il y avait juste le monsieur. Vas-y, tu as une voix qui porte. Je te félicite déjà pour ce brillant exposé. On a peut-être omis de dire que si les pays européens avaient volé au secours de la Grèce, c'est parce que leurs banques risquaient de faire faillite, et que si les banques avaient fait faillite, ça aurait été un problème systémique pour l'Europe. Et je crois que c'est important de le préciser. Par ailleurs, quand on compare le système américain et le système européen, on se rend compte quand même que les Américains, quand ils prêtent de l'argent à IG, ils se font rembourser et ils gagnent de l'argent, alors que dans le système européen,
on vient au secours de banques et on ne sait pas trop comment cela va se terminer. Est-ce que ça va se terminer par des bénéfices de la Banque centrale, comme c'est le cas aux États-Unis, ou est-ce que ça va se terminer par une fuite en avant? Le point également le plus important, c'est qu'on a oublié, c'est un petit peu d'histoire. Comment est-ce qu'on est sorti de la grande crise? On est sorti de la grande crise d'abord par des dévaluations, une guerre de dévaluation entre les pays, ce qui est en train d'arriver. Malheureusement, on voit aujourd'hui une dévaluation du dollar américain, on voit une dévaluation du yen, et l'euro malheureusement qui se raffermit, ce qui n'est pas bon pour nos exportations. Et il y a eu également un autre facteur important qu'on oublie de dire, les grands travaux. Et on est encore loin d'avoir lancé des grands travaux en Europe pour justement, parce que quand on dit relance budgétaire, je crois que c'est important de dire les grands travaux, parce que l'État, la seule chose qu'il peut faire, c'est effectivement lancer des grands travaux qui stimulent la relance économique. Et puis malheureusement, quelque chose de plus pessimiste, ce qui nous a sorti de la crise dans les années 30, c'est la guerre. Et j'espère, je veux une petite note optimiste, j'espère qu'on ne va pas y arriver. Mais je crois que ce sont des réflexions importantes, ce parallèle avec l'économie américaine, et également de rajouter donc les causes d'entrée de la crise européenne, justement l'imbécilité, si je puis dire, des banques qui ont prêté de façon inconsidérée à des pays auxquels elles n'auraient pas dû prêter. Et dans le cas de l'Espagne, financer une bulle immobilière. Et de l'autre côté, donc un système malheureusement européen qui n'est pas assez fédéré, où quand on prête, on ne sait pas comment ça va revenir sous forme de bénéfices, comme c'est le cas aux États-Unis. Carrière, c'est le... Comment pouvons-nous espérer avoir un jour une politique fiscale commune, alors qu'en France, nous ne sommes pas capables d'assurer la stabilité fiscale sur un exercice? En 2012, nous avons eu 4 lois de finances rectificatives successives. Allez, pose la question. Oui. Je voudrais revenir moi aussi sur l'histoire et vous demander un éclaircissement par rapport à l'année 1970 qui est cruciale. La privatisation de la dette des pays qui ont après constitué l'Europe et c'est là que les États deviennent dépendants, peut-être pas des marchés, mais de certains acteurs du marché que sont les banques privées, qui sont effectivement interconnectées en elles et qui vont réussir effectivement à ficeler les États, à les endetter à des taux d'intérêt que eux décident. On peut imaginer que si effectivement les États étaient endettés auprès d'une structure style BCE, les taux d'intérêt seraient moins élevés et ne mettraient pas dans la difficulté. Donc ce serait très intéressant de préciser ce point d'histoire-là, quelle est l'influence qu'il a encore aujourd'hui, et peut-être préciser la réponse, quel est le poids du lobby bancaire privé sur l'évolution de l'euro et des dettes des États. Ça, européen. Je voudrais... Non, donnez-le. Oui, allez-y. Levez-vous, s'il vous plaît, comme ça on va vous entendre. J'aimerais compléter ce que vient de dire mon ami. Oui. Il y a une question technique que je n'ai jamais compris, et peut-être vous pourriez m'éclairer. C'est que dans le passé, jusqu'au fameux bond européen, l'obligation européenne, la Banque Centrale Européenne, si j'ai bien compris, prêtait non pas aux États, mais aux banques privées, qui, elles, ensuite se retournaient pour prêter aux États à des taux plus importants, c'est bien ce qu'ils faisaient. Pourquoi ce mécanisme a-t-il été mis en place? Je pense que c'est probablement pour aider les banques, parce qu'elles étaient en difficulté. Les banques ont toujours joué une politique irresponsable, parce qu'elles partent du principe qu'elles sont trop grandes pour qu'on permette qu'elles tombent. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas politiquement un nouveau système qui mettrait les banques sur le même plan que les autres entreprises? Quand on est en difficulté,
qu'on a besoin d'aide. Ce n'est pas des prêts qu'on reçoit, parce que normalement, le monde économique ne prête pas à une entreprise en difficulté. C'est une entrée au capital, une dilution des actionnaires actuels, et donc une sanction sur une mauvaise gestion. Alors moi, je compléterai un peu tout ce qui a été dit par une question. C'est que la sortie de crise, comme on a dit à la fin des années 30, elle a été en fait, bien entendu, accentuée par la guerre et tout ce que ça a impliqué, mais aussi et surtout, on oublie souvent de le dire, par les accords de Bretton Woods, qui ont en fait régulé tout le système économique et financier. Et les accords de Bretton Woods venaient après une cassure, qui était celle justement de la crise, et un monde économique nouveau. Or, aujourd'hui, tout le monde le constate, nous sommes dans un autre ordre économique et financier. Le système ancien a vécu, nous allons rentrer dans un autre système, on ne sait pas très bien comment. Pourquoi personne n'a pensé à créer Bretton Woods 2 pour créer un système de régulation économique et financier qui répondrait un petit peu à toutes les questions qui sont ici posées. Alors, et là-dessus, je dirais que, contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'y a jamais eu autant de liquidités en circulation dans le monde. La circulation de liquidités est énorme, les gens ne savent pas où placer leur argent. Il y a en gros trois marchés. Il y a le marché obligataire et monétaire, il y a le marché immobilier, il y a le marché des matières premières. Or, tous les trois sont en crise, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Les gens ne font plus tellement confiance au marché de la matière première parce qu'il y a des fluctuations telles, qu'il y a des spéculations. D'ailleurs, le mot spéculation est peut-être sous-jacent à tout ça. Dans le marché de l'immobilier, on a eu des sommets, et aujourd'hui, on va se demander si on ne va pas descendre dans des abîmes. Et dans le marché obligataire et monétaire, on voit très bien ce qui se passe. Donc, il y a quand même un problème de fond qui est celui de la régulation. Et donc, pourquoi les États ne veulent-ils pas d'un Bretton Woods 2 pour mettre enfin tout ça en régulation? Oui. Je pense qu'il y a eu des parts de réponse d'ailleurs, ne serait-ce que le lobbying des banques, qui est une excellente question. Pour conclure. Ouais. Pour répondre. Oui. Ouais. Sur la régulation d'abord, je vais parler. Parce que c'était sous-jacent à toutes les questions. Effectivement, effectivement, je pense qu'il faut quelque chose comme un Bretton Woods 2. Ah, ok. Allez-y, si vous pouvez vous lever. Si vous pouvez. Vous pouvez comme vous ne parlez pas assez fort, venez jusqu'ici, on va vous donner le micro. Alors allez-y. Je prends la défense de tous les méchants de ce soir, c'est-à-dire les Allemands, l'austérité, les banques, le méchant gouvernement. Et je vous parlais de quelque chose qui s'appelle la responsabilité. Finalement, on voit que tout ça, ce ne sont que des flux et qu'en dernier ressort, nous créons et nous contribuons. Donc sur l'Allemagne, elle n'est quand même pas partie du même point on va dire, de santé financière que les autres. Et on peut envisager, comme vous avez mis en avant par la démocratie, que la contestation des citoyens allemands, elle est entendable de la même façon que nous, on crie après le grec. Finalement, on est tous le grec de quelqu'un d'autre. L'austérité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire selon les pays. Très franchement, quand Paul Krugman parle de l'austérité en France, avec le taux de fonctionnariat qu'on a, on peut en parler. Je pense que ce qui se passe en Ouest et ce qui se passe en France ou ce qui se passe en Allemagne, c'est pas du tout la même chose. Et quand on parle de nos méchants dirigeants, je suis assez d'accord, mais on nous a bien aidés à ça. Finalement, les dirigeants, c'est aussi nous qui les dirigeons. On voit bien à quel point on a du mal à réformer nos pays et les autres. Quand on a fait l'Europe, on a bien menti à tout le monde en expliquant, en fait, tous les locaux se sont défaussés en disant c'est pas nous, c'est les méchants de Bruxelles. Sauf qu'on se rend compte qu'il faut évidemment beaucoup plus de Bruxelles et pas beaucoup moins. Enfin, de façon beaucoup plus de Strasbourg, disons. Voilà, et qu'il y a un sujet dont vous n'avez pas beaucoup parlé. Moi, je veux bien qu'on tape sur l'austérité. En plus, c'est super à la mode, c'est génial. Sauf que, à force de relance, il y a un moment, il va falloir aussi qu'on soigne le malade. On n'a pas beaucoup parlé de PIB ce soir, on en a parlé comme un indicateur, mais on n'a pas parlé de la façon dont on pouvait créer la richesse, la façon dont on parlait de la croissance. Et
si on est très malade et que peut-être il faut faire de la relance, est-ce qu'il ne faut pas faire aussi de vraies réformes structurelles, en commençant par balayer devant notre porte en France? Merci pour votre... Ça marche plus là. Alors la dernière, hein, parce que... Juste une question, soyez gentils. Je vais parler là, par ici. Non, il marche pas. Pour votre exposé, je voulais juste... Il est temps, il est temps. Je voulais savoir si vous espérez vraiment, vous croyez vraiment qu'il puisse y avoir une transparence des banques. Une transparence des banques? Transparence des banques. Oui, de tous les pays européens. Bien. Nous allons donc, comme je disais tout à l'heure, vous allez pouvoir clôturer sur ces questions extrêmement intéressantes qui en fait vont rebondir d'une façon importante ce débat, ce qui prouve combien un débat économique n'est pas vain et que nous soyons, nous également, capables de venir, de le suivre et d'y être intéressés. C'est ce que nous pensions et c'est ce que nous avons réussi ce soir. Donc je tenais à vous remercier d'être présents et d'être restés. Je te passe la parole pour la conclusion avant que nous puissions nous restaurer au fond de cette salle. Donc, je vais commencer par la régulation et les banques. Effectivement, il faudrait un Bretton Woods 2. Et ce Bretton Woods 2, pour moi, devrait commencer par régler le problème des banques. Parce qu'aujourd'hui, c'est le problème majeur. C'est le problème majeur à deux titres. C'est le problème qui nous empêche la sortie de crise actuelle. Parce que un des leviers, une des solutions les plus importantes, c'est de faire prendre des pertes aux banques. Avant l'austérité, cette solution-là aurait dû être implémentée avant le choix de l'austérité. C'est la première, c'est le b.a.-ba. Quelqu'un qui prend des risques en prêtant à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre ne peut pas rembourser l'intégralité de ce qu'il lui doit. Le prêteur doit prendre des pertes. Voilà, ça c'est la base. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas appliquer cette base du libéralisme parce que les banques sont trop interconnectées, trop grosses. On ne sait pas organiser leur faillite, on ne sait même pas leur faire prendre des pertes parce que tout de suite, mécanisme de contagion impossible, etc. Ça, c'est plus possible. Donc, la priorité des priorités, c'est d'assainir ce système bancaire, de le revoir de fond en comble, de le simplifier, de le séparer, de le cloisonner, de séparer les activités de marché des activités de dépôt. Au sein des activités de marché, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'entité systémique qui soit obligée de subventionner quand elle fait faillite. Il faut que tout le monde qui a pris des mauvais risques puisse faire faillite. Et au sein du secteur subventionné par l'État, c'est-à-dire le secteur des banques de dépôt, il faut des règles. C'est-à-dire qu'une banque de dépôt qui aurait prêté à des entités qui ne peuvent pas rembourser, eh bien, les actionnaires, évidemment, doivent être lessivés. Les créanciers non prioritaires, c'est-à-dire qui ne sont pas les déposants, doivent prendre des pertes. Le management qui a fauté, entre guillemets, a pris des mauvaises décisions, doit être envoyé. Il doit y avoir des règles. Aujourd'hui, la façon dont le système est fait, c'est qu'on sauve tout le temps, tout le monde sans règles. Un petit peu au petit bonheur la chance. C'est-à-dire, un jour, Lehman, on ne va pas la sauver. Le lendemain, AIG, ah ben si, celle-là, on va la sauver. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tout ça se passe dans des coulisses qu'on ne contrôle pas. Tout ça se passe par des coups de téléphone entre directeurs de la BCE, dirigeants des grandes banques, ministres de l'économie, complètement hors de contrôle du citoyen. Et tout ça est dangereux pour la démocratie. Il y a un moment où la colère du peuple sera peut-être trop dure à maîtriser pour éviter qu'on s'en prenne physiquement au système, aux banquiers en particulier. Donc il va falloir à tout prix réguler avant que la colère soit trop forte. C'est une des conditions de la sortie de crise et c'est aussi une des conditions d'éviter de prochaines crises. Parce qu'une fois qu'on aura assaini ce système, tout le monde connaîtra les règles, tout le monde saura que s'ils ont fait des mauvais investissements, ils vont prendre des pertes. Et donc on réduira, c'est sûr qu'il y aura d'autres crises, mais on réduira la fréquence et la gravité des autres crises une fois qu'on aura assaini ce système. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Pourquoi les politiques des pays ne le font pas? Alors, je pense que un des grands motifs d'ailleurs de la montée des partis anti-élites aujourd'hui partout, Alexis Tsipras, donc le parti Syriza en Grèce, le parti Beppe Grillo en Italie, se focalise sur le problème des banques. C'est pas du tout anodin, c'est parce que l'élite, le système en place est trop compromis avec les banques. Trop.
il y a des liens beaucoup trop incestueux entre la BNP, Société Générale, et le ministère de l'Économie et des Finances. Peut-être même entre Hollande et la BNP. C'est-à-dire que c'est presque comme si Baudouin Prot était un autre ministre de l'économie finalement. Et ça n'est plus possible. Donc c'est le fait que les politiques dans les partis de gouvernement n'arrivent pas à se saisir du problème qui est en train de faire monter les partis populistes qui, eux, une de leurs priorités des priorités, c'est justement de revoir de fond en comble le système bancaire. Donc c'est clé pour la démocratie et c'est clé pour l'économie et la stabilité financière. Sur la responsabilité, voilà. Donc ça, votre question était intéressante sur la responsabilité. La responsabilité, c'est aussi... Donc quand on entend responsabilité, on dit celui qui a prêté doit payer. Souvent, c'est comme ça qu'on entend la responsabilité. En tout cas, c'est comme ça que les Allemands l'entendent. En fait, la responsabilité, c'est aussi parfois de laisser celui qui ne peut pas payer faire défaut sur sa dette. C'est laisser le créancier qui a fait des mauvais choix d'investissement, prendre des pertes sur ses investissements. C'est ça aussi la responsabilité. Elle est à tous les niveaux, la responsabilité. Jusqu'à présent, on a insisté sur l'aspect celui qui a payé, celui qui a emprunté doit rembourser. Maintenant, ce serait bien d'insister sur la partie prêteur de la responsabilité. C'est-à-dire que celui qui a prêté à mauvais escient doit prendre des pertes. Alors, juste un autre point, au-delà du thème de la responsabilité, qui est très important parce que c'est l'essence, c'est ce qui fait la justice, c'est quand le sentiment de justice vient du fait que les gens sont responsables de leurs actes. S'il n'y a plus de responsabilité, il n'y a plus de justice. S'il n'y a plus de justice, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'économie, de système économique du tout. Donc c'est fondamental la responsabilité. Mais il y a aussi un autre point que je voudrais aborder, c'est celui de l'efficacité. Qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Est-ce que c'est efficace quand un pays ne peut pas rembourser sa dette et qu'on le voit, tous les indicateurs le montrent, l'Espagne ne pourra pas, la Grèce ne pouvait pas depuis 2010, on le savait, on a quand même fait comme si. Est-ce que c'est efficace de dire qu'il faut quand même qu'elle rembourse sa dette, qu'il faut qu'elle se saigne, et qu'il faut qu'elle fasse l'austérité, la déflation, etc. alors qu'on sait que cette austérité, cette déflation vont aggraver son problème de solvabilité et lui donner encore moins de chances de rembourser. Donc, au thème de la responsabilité, il faut aussi accoler le thème de l'efficacité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui ne l'est pas. Rendre un pays exsangue en faisant comme s'il allait pouvoir rembourser sa dette alors qu'en fait ça va le rendre encore plus insolvable, ça c'est pas efficace. Et d'ailleurs, un exemple de responsabilité et d'efficacité, qu'est-ce que c'est? C'est quand en 1953, l'Allemagne était criblée de dettes, complètement exsangue, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On a tous les alliés et ses créanciers, dont la Grèce, je tiens à le noter, ont vu que l'Allemagne ne rembourserait pas sa dette. Ils ont fait un moratoire sur la dette allemande. L'Allemagne n'a pas payé d'intérêt ni de principal sur sa dette pendant 10 ans. On a fait une clause de développement qui faisait que l'Allemagne ne pouvait pas dépenser plus de 1/20 de ses revenus d'exportation pour le paiement de sa dette. Et on a amputé de 60% la dette allemande vis-à-vis de ses créanciers. Ça, c'est de la responsabilité et ça, c'est de l'efficacité.